Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, nous continuons sur la voyance avec M. Normand Pinard. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous regardons encore une fois qu'est-ce qui fait que la voyance soit un phénomène qui nous intéresse toujours et qui apporte beaucoup de choses aux gens. Et je vais demander en même temps à M. Pinard qui nous explique pourquoi c'est un sujet qui, en général, pour bien des gens, c'est un sujet tabou, farfelu pour certains. Donc, comment réagir, comment répondre à ces points de vue qui souvent peuvent avoir à certains égards de la valeur selon qui fait ou non de la voyance et comment la personne le fait et qui prétend faire de la voyance et qui n'en fait pas vraiment. Alors donc, comment vous réagissez à ces commentaires? Parce que vous devez vivre avec ça. C'est pas tout le monde qui croit. Mais c'est-à-dire qu'en Amérique, c'est des sociétés qui ont une vision matérialiste. Si on va à Bali ou si on va dans des vieux pays, ça fait partie de la culture. Au Maroc, la voyance, ça fait partie de la culture. Nous avons une vision du monde extrêmement matérialiste, avec Descartes, hein? C'est René Descartes. Ça dérange. Le paranormal, la parapsychologie dérange, ça fait extrêmement peur. Puis la raison pour laquelle ça fait peur, c'est que ça remet tout en question. La parapsychologie remet le monde en question. Tout notre monde, tout l'entendement de notre civilisation, puis particulièrement la matière. Et je me rappelle, au niveau de la physique quantique, je ne peux pas dire que j'ai fait des études en physique quantique, là, on va se comprendre. Il y a quand même le problème de la mesure. Donc, c'est quelque chose à aller voir sur YouTube, le problème de la mesure. Il y a des particules que, lorsqu'on les regarde, ne se comportent pas lorsqu'on les mesure, lorsqu'on les observe, ne se comportent pas de la même manière que lorsqu'on ne les observe pas. Les longueurs d'onde changent, le pattern change, le modèle change. Donc, c'est extrêmement troublant. Quand on parle de paranormal, je parlais de ça aussi parce que la voyance, c'est aussi relié à ça. C'est un peu comme si on disait tout ce qu'on a pensé, qu'on a cru ou qu'on croit de cet univers-là est quelque chose qui ne tient plus. Et si on regarde juste l'astrophysique, déjà de dire qu'il y a eu un Big Bang il y a environ, bon, il y a des gens qui disent 12 milliards d'années. Moi, quand j'étais jeune, on parlait de 16 à 17 milliards d'années. Puis il y a un petit écart, là, en prenant du temps. Notre univers, moi j'ai vieilli, mais l'univers a rajeuni d'environ 7 milliards d'années. Tant mieux pour lui, l'espèce de chanceux. Alors on est passé à peu près à 12 milliards d'années. Puis il y a des choses extrêmement étranges qu'on ne connaît pas de notre univers. La première chose, c'est, premièrement, cette particule qu'on ne voit pas à l'œil nu explose et subitement apparaît notre univers. C'est-à-dire que toute la masse de l'univers, tout l'univers au complet, était dans cette particule invisible à l'œil nu. Donc, c'est sûr que pour moi, même la science la plus fondamentale m'apparaît souvent un peu farfelue. J'aimerais ça dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Est-ce qu'on va penser la même chose? Donc, j'ai pas de problème avec les scientifiques. J'ai des problèmes avec... j'ai pas de problème avec la science. J'en ai avec les scientifiques qui tiennent mordicus à leur manière de voir les choses. Et nous, on pense dans la planification matérialiste, dans notre système matérialiste, que si on fait des projets, que le projet que l'on a en tête, de A, B, C, D, E, F, G, qu'on va arriver là.
Mais il y a un paquet de facteurs, de facteurs qui nous démontrent que finalement, la réalité, on ne la connaît pas dans sa totalité. Et c'est la parapsychologie qui vient agacer un peu les scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle, en Europe, en Amérique, c'est quelque chose avec lequel tout le monde est intéressé, mais qui demeure tabou. Parce que ça dérange. La parapsychologie, c'est quelque chose qui dérange. Mais il y a des gens... D'abord, je dirais presque tout le monde vont, à un moment donné, dans leur vie, faire des rêves prémonitoires. Moi, je connais un ami à moi qui est très sceptique, jusqu'au moment où il a commencé à faire des rêves prémonitoires. Et on parle des rêves prémonitoires qui est de plusieurs secondes. Ce n'est pas juste une impression de déjà-vu. C'est sûr que ça l'a un peu dérangé, pas dérangé au sens psychologique, mais ça dérange. Parce que je n'ai pas à convaincre les gens du paranormal. Le paranormal est dans la nature et vous le vivrez un jour. Que vous le vouliez ou pas, vous allez le vivre. Et peut-être qu'ils le vivent déjà aussi, sans en être conscients, parce qu'ils ne veulent pas voir des événements qui sont au-delà du simple hasard. Absolument. Il y a des gens qui vont établir une relation avec eux que la réalité va leur démontrer à un moment donné qu'il y a des facteurs X, Y, Z qui interviennent, qui ne devraient pas être là. Et ça s'installe dans leur vie. Ils pensent à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans, puis ils sortent de chez eux, puis ils le rencontrent le lendemain. Ou ils reçoivent un téléphone. Donc, lorsque ça se produit plusieurs fois à l'intérieur d'un mois, ça peut être une année, mais à un moment donné, quand c'est rendu que ça se produit 5-6 fois par mois, ça commence à devenir dérangeant. Maintenant, le paranormal, c'est lorsqu'un individu commence à l'expérimenter, c'est quelque chose qu'il expérimente de plus en plus, de plus en plus. On n'a pas de contrôle sur le paranormal. Même si on veut fermer la porte, on ne peut pas réussir à fermer la porte une fois que le paranormal s'installe. Donc, évidemment, la voyance, c'est pour moi la maternelle de la parapsychologie. Comme j'ai déjà dit dans une émission, tous les hommes d'affaires ont de l'intuition. Mais de l'intuition, c'est aussi de la voyance. C'est dit poliment, c'est dit doucement, mais c'est aussi de la voyance. Quand vous parlez justement des situations de paranormal que les gens vivent, je me souviens d'une situation que nous avons vécue il n'y a pas si longtemps en préparant l'émission où nous avons été longuement à discuter sur l'ensemble des thèmes de l'émission et nous étions dans un environnement quand même tranquille et à peu près au même moment, nous avons reçu un téléphone en même temps sur nos téléphones. C'est le seul téléphone, d'ailleurs, que nous avons eu durant notre rencontre qui a duré plusieurs heures. Et tous les deux téléphones voulaient prendre un rendez-vous individuellement avec nous. Au même moment. Oui. Alors, est-ce que c'est le hasard? Bien, moi, c'est là que j'ai appris que vous avez étudié les mathématiques. Oui. Moi, j'ai dit, bien, il y a peut-être une chance, je ne sais pas, moi, sur 30, sur 40, sur 50, ça se produit. Mais finalement, vous avez fait avec des calculs mathématiques. Est-ce que vous vous souvenez du résultat auquel vous êtes arrivé? Sur les chances que ça pouvait arriver, que les téléphones arrivent en même temps, puisqu'on n'en a eu qu'un seul téléphone durant cette... Et c'était le même sujet? C'était le même sujet de deux personnes qui ne se connaissaient pas qui nous appelaient. Oui. C'était vraiment un hasard pur et qui voulaient exactement prendre un rendez-vous pour des motifs différents, chacun. Au même moment? Au même moment. Oui. Nous avons pris chacun notre cellulaire. Pour moi, ça m'apparaissait être une situation qui était peu probable. Et là, j'ai fait des calculs, un calcul, je dirais, sur papier, comme ça, pour arriver que la chance que ça puisse arriver, étant donné le temps qu'on a été ensemble, était environ de 1 sur un demi-million. Une chance sur un demi-million que les téléphones arrivent en même temps. Et c'était pour moi un événement de synchronicité. On en a parlé dans des émissions antérieures, mais on pourra en reparler éventuellement. Mais la métaphysique est partout. Pour moi, c'est au-delà du hasard, ce genre d'événement. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que le hasard fait bien les choses. Oui. Parce que le hasard porte sa fin en soi. C'est-à-dire que la fonction du hasard est métaphysique. La fonction du hasard, c'est
c'est que ce qu'il y a de plus conscient dans l'univers se manifeste à travers l'homme. On pourrait regarder la réalité à deux niveaux, complètement différents. C'est pour ça que j'aime élaborer ici et parler de théorie, plutôt que de fait. On va regarder l'aspect théorique. Pour moi, il y a deux choses de possibles dans cet univers-là. Ce que je trouve premièrement étrange, c'est le processus de venir au monde. Alors, on vient au monde, on apparaît au monde, pas immédiatement au moment de notre naissance, mais au bout de l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on arrive, on est là. Et les autres nous transmettent beaucoup d'informations, tellement et si bien qu'on est beaucoup ce que les autres pensent. Jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, on est quasiment ce qu'on appelle une mémoire résiduelle du monde en nous. Donc, ça prend beaucoup de temps d'en arriver à soi-même et de se libérer de la mémoire, de l'inconscient collectif qu'on subit pendant toute notre enfance. Donc, pour moi, la liberté va jouer un rôle très important. Et l'individualité aussi va jouer un rôle très important parce que l'individualité va permettre à un individu de passer dans sa propre créativité. C'est-à-dire qu'il va créer quelque chose qui n'existe pas dans le monde avant. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça, un gars comme Steve Jobs. Oui. C'est ce qui fait un visionnaire pour moi. Et d'ailleurs, il le dit. Si vous avez des rêves, allez jusqu'au bout. Soyez différents. Hein? Think different, c'était oui. le mot de Steve Jobs. Oui. Osez aller au bout de vous-même. Et ça veut dire, oser aller au bout de soi-même, ça veut dire aller au bout de son intuition, au bout de ce qui nous anime. J'écoutais dernièrement, il n'y a pas tellement longtemps, Jean-Marc Chaput, et c'était très clair comme message. Beaucoup de métaphysique dans son principe de pensée. Tu vas au bout de tes rêves. Oui. Mais pour aller au bout de tes rêves, il faut que tu sois toi-même. Et quand tu es toi-même, tu t'imposes dans le monde et c'est comme si tu étais un centre partout avec une circonférence inexistante. Donc, plus tu es toi-même, moins le monde peut te sembler réel. C'est de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. Mais plus le monde a de l'emprise sur toi et que tu lui accordes une grande importance, plus tu es faible. Donc, la démarcation, ça, c'est une chose qui est là. C'est comme si notre monde était une sorte de holodeck dans lequel nous avions le pouvoir de changer la spatio-temporalité. Et on n'est pas loin du fameux problème de, premièrement, de cet univers-là. D'où vient-il? Vient-il de nos pensées? Comment se fait-il qu'on ne connaît pas plus de choses sur nous qu'on en connaît sur l'univers? Est-ce qu'on a un bing-bang personnel? Quand j'étais jeune, des années 70, Carl Sagan, je pense que son équation, il y avait peut-être 25 possibilités de vie extrêmement développées dans l'univers ou dans notre galaxie. J'en restais à la galaxie. Mais aujourd'hui, avec la découverte des exoplanètes, et y compris des exoplanètes d'où la vie est possible. Moi, je me rappelle, en 1980, j'avais fait une émission qui s'appelait Dossier OVNI à CKMF. Et j'avais invité René Racine. Et René Racine avait dit qu'il y avait très, très peu de probabilités. Là. Ça prenait une planète avec une certaine rotation. Ça prenait une planète avec de l'eau. Mais en ce moment, à tous les mois, on en découvre des exoplanètes. Et à tous les, je pense, les 3 mois, on découvre une exoplanète qui pourrait avoir de la vie, même avancée. Et même lorsque j'étais jeune, on me disait toujours, il n'y a pas d'eau sur la Lune, il n'y en a pas sur Mars. Et voilà qu'on découvre que sur Mars, comme sur la Lune, il peut y en avoir de l'eau. Et qu'il y en a déjà eu. Et que maintenant, ce sont des faits scientifiques. Alors que je me rappelle très bien à l'époque, c'était non, il n'y a pas d'eau sur Mars. Non, il n'y a pas d'eau sur la Lune. C'est complètement mort. Puis c'était définitif. Puis celui qui osait déroger de ça était mis à l'index. Alors, j'aime la science, mais j'aime pas les scientifiques parce que c'est borné dans le temps. Et ça prend 20 ans, 30 ans, 40 ans, un siècle pour essayer de comprendre des choses très simples.
la métaphysique, la parapsychologie, c'est la science du futur. C'est ce qui va permettre à l'homme de passer à un stage supérieur dans sa qualité d'être, dans sa qualité de penser, de remettre l'univers dans lequel il vit en question. Et au lieu de placer Dieu à l'extérieur, il va le placer en lui. Permettez-moi de reparler. Ça, c'est différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Il faudrait bien spécifier qu'il y a des scientifiques qui croient à la métaphysique et qui en tiennent compte dans le travail qu'ils effectuent d'un point de vue professionnel aussi. Oui. Ce n'est pas une limite d'être scientifique et faire de la parapsychologie et de développer ses compétences en métaphysique, n'est-ce pas? Non, mais ils ne peuvent pas en parler trop fort. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Moi, j'ai rencontré autour de moi, j'ai un ami qui est mathématicien. Donc, il est docteur en mathématiques. J'ai demandé, est-ce qu'il y a de la métaphysique dans les mathématiques? Puis, à ma grande surprise, il a répondu, bien sûr. Bien sûr. Il y a de la métaphysique, il y a des choses extraordinaires dans les mathématiques qui relèvent purement de la métaphysique. Et cet individu enseigne à l'université. Je nommerai pas laquelle, par respect. Mais si un jour j'ai sa permission, je vous dirai c'est qui. Et tout le monde ira assister à ses cours. Je sais qu'il donne des conférences aussi à travers le monde. Donc, oui, il y a des gens qui sont ouverts quand même, mais ce n'est pas la majorité. Et là où c'est très important, c'est peut-être que la parapsychologie, ça nous donne l'impression d'être quelque chose d'épeurant. C'est-à-dire que c'est pas permis d'être divin. C'est un interdit, ça, qu'on a appris, nous autres, dans la religion. On ne peut pas être à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu, mais on n'a pas le droit d'être. C'est comme si être divin, ce serait, aux yeux de la population, c'est comme de prétendre qu'on est meilleur que d'autres. Alors non, pire que ça. Oui. C'est un blasphème suprême. Oui. C'est quelque chose qui est inadmissible. C'est un blasphème, parce que c'est détrôner Dieu. C'est carrément relié au satanisme. Et finalement, le résultat, en bout de ligne, c'est qu'on projette nos angoisses sur les écrans du cinéma, où il y a environ 10 à 15 de tous les films qui parlent de paranormal, c'est des films de possession, c'est des films de monstres, c'est des films d'entités négatives. C'est rarement positif. Est-ce que ça vous dérange quand vous voyez justement ces productions-là qui donnent peut-être pas l'image qui est la réelle métaphysique? Bien, je veux dire, c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Moi, je n'y peux rien si Val-de-Mort, c'est quelqu'un qui a vendu des milliards de dollars avec Harry Potter. On n'y peut rien. Je veux dire, mais moi, j'ai trouvé qu'Harry Potter, ça commençait doucement, puis ça s'est terminé vraiment dans l'horreur. À chaque fois que tu avais un épisode d'Harry Potter, ça devenait de plus en plus épeurant. Je comprends qu'il fallait en mettre, mais on peut dire qu'on avait-tu des effets spéciaux à la fin. C'était comme toujours la lutte entre le bien et le mal. On dirait qu'on ne peut pas arriver à s'échapper de la dichotomie intérieure, que si quelque chose est bien, il faut absolument quelque chose de mal. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Que le mal, que les ténèbres ne servaient pas la direction de la lumière. Comment comprendre la lumière? Comment comprendre quelque chose qui est divin si on ne porte pas un petit peu d'enfer en soi? Monsieur Pinard, si vous aviez un film à produire, qu'est-ce que ressemblerait ce film si vous vouliez mettre en évidence la métaphysique et le divin de l'homme, de la femme? Vous êtes la deuxième personne en 30 ans à me poser cette question-là, parce que tout le monde me dit « Mais pourquoi tu n'écris pas un livre? » Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que mon but, c'est pas de changer le monde. C'est pas non plus de causer des chocs dans le monde. Ça, c'est pas ma fonction. Vous allez trouver ça très étrange, mais mon but premier, c'est de m'amuser. Ça, j'ai décidé ça à 12 ans. Là. Je vais m'amuser dans cette vie-là. Et j'ai mis ça dans le centre de ma vie. Ça, pour moi, m'amuser, c'était la chose importante. Le meilleur, sans avoir toujours à faire en sorte qu'on doit payer pour de la culpabilité ou de la souffrance. J'avais décidé ça à l'âge de 12 ans.
Ça, c'est la première chose que j'ai décidé à 12 ans. La deuxième chose que j'ai décidé à 12 ans, c'était un jour, je vais le dire à la télé. Puis ça, c'était là, sûr. La troisième chose que j'avais décidé, ça, c'était à 15 ans, que la philosophie, ça allait être ma passion. Donc, de comprendre quel est le but de l'homme sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre. Et mes parents me regardaient d'une manière assez étrange en me disant, mais comment peut-il arriver à se poser des questions comme ça? À 13, 14, 15 ans. Je voulais absolument découvrir comment fonctionne cet univers-là. Moi, je veux savoir comment fonctionne cet univers-là. J'ai des intuitions concernant cet univers-là. Et ce que je trouve de très intéressant comme deuxième hypothèse, je dis ceci, puis là, il y a des gens qui vont sursauter. Il serait possible aussi que cet univers-là soit créé par nous. Parce que je trouve étrange, le fameux Big Bang en question, d'une particule qu'on ne voit pas et qui tout d'un coup fait apparaître là, des milliards d'étoiles. Serions-nous en train de regarder un songe? Ça, c'est une théorie, là. N'allez pas penser que je pense ça. Je m'amuse à penser ça. Moi, j'agis comme si l'univers n'existait pas, puis comme si, au fur et à mesure que je me déplaçais dans le monde, j'avais la possibilité, et nous avions tous la possibilité, de le construire. D'où vient la magie? D'accord? Parce que l'univers, en fait, c'est une chose qui apparaît avec la conscience de l'individu. Pour que l'univers puisse exister, il faut que moi, je l'observe. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a un univers, ça c'est clair. Il y a même des gens qui ne savent pas que le Soleil, c'est une étoile. Oui. Alors, on parle à l'échelle planétaire, moi, ce que évidemment. je trouve très, très dur pour moi, c'est de voir le peu de curiosité du monde. Les gens n'ont aucune curiosité, n'ont pas le temps. Ils travaillent, ils ont des paiements à faire, tout ça. Ils n'ont pas le temps, puis ça ne les intéresse pas. D'accord? Mais leur vie ressemble souvent à leur démission devant eux-mêmes. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui vivent une réalité qui est difficile. Je trouve que les gens n'ont pas de curiosité. Même pas pour l'astrophysique, même pas pour la science connue, habituelle. Là. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrophysique, j'avais 10 ans. Et mon père m'avait fait un télescope parce que je l'achelais avec ça. Ça m'intéressait, ça c'est quoi, les étoiles et tout ça. Puis j'arrive après, finalement, 50 ans à dire, c'est peut-être un songe. Il n'est pas impossible que nous vivions dans une sorte de matrice, holodeck, oui, dans lequel nous construisons le monde collectivement et avec lequel nous, personnellement, nous intervenons dedans. Ça, c'est une théorie, ça. Oui. Mais vous n'êtes pas le premier. Pour essayer d'expliquer le paranormal, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que dans une maison, excusez-moi, parce que sinon je vais perdre le fil. Qu'est-ce qui fait que dans une maison, quelqu'un va voir passer un fantôme? Et c'est là que je me suis rendu compte souvent que les gens qui allaient voir des maisons hantées, ils s'attendaient à voir des maisons hantées. Donc, je me suis dit, si tu t'attends à voir un phénomène, tu peux le constituer. Donc, percevoir la réalité, et je dirais non seulement percevoir la réalité, mais avoir l'intention de percevoir la réalité vient de changer le destin. Donc, ça veut dire que l'intérieur de soi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et j'ai appelé ce phénomène-là, personnellement, là, je l'ai appelé ce qu'on pense de nous, ce qu'on est en nous-mêmes, ce qu'on est comme sérénité, ce qu'on dégage comme sérénité qui va changer l'espace-temps, depuis tous les événements qui nous entourent, je l'ai appelé l'ambiance. Et donc, je crois que les ovnis peuvent peut-être faire partir de l'ambiance, de l'inconscient collectif. Et c'est la raison pour laquelle ce phénomène lumineux, moi, je n'ai pas de conviction nécessaire là, que ce sont des extraterrestres. Mais quels beaux objets modernes! Quels beaux objets high-tech, extraordinaires! Imaginez-vous les extraterrestres débarquant de ces merveilleux appareils. Oh, ils ont peut-être plus qu'un iPad à nous montrer. Oh, comme c'est intéressant! Oui. Moi, quand j'étais jeune, excusez-moi, vous ne parlez pas beaucoup dans cette émission-là, M. Saunier. Ça s'en vient. Je vous laisse pas de chance. Je me rappelle, quand j'étais un enfant, il y avait ce qu'on appelait un jeu qui s'appelait un S-Sketch. Oui. Puis aujourd'hui, je trouve que ça ressemble à un iPad. Oui. Comme si une chose qui était pensée, ça avait 2 boutons.
Puis tu pouvais faire des dessins géométriques avec ça. Puis ça avait la même couleur qu'un iPad quand tu le fermes. Puis aujourd'hui, j'ai dit, tiens, regardons, c'est étrange. J'ai dit, ça ressemble au petit téléviseur qu'on avait quand on était enfant. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est 25 fois plus mince. Je trouve ça étrange. On est enfant, on regarde des phénomènes, puis 50 ans après, on les voit apparaître dans la réalité, comme les fameux téléphones Motorola de Gene Roddenberry qui a fait la série Star Trek. Puis là, tu déplies ton téléphone. Puis on a eu des téléphones dépliants en 2000, 2001, 2002. C'était nos fameux Motorola. Mr. Spock, beam me up. Là, un moment donné, je m'arrête, puis je regarde ça, je me dis, écoutons, c'est quoi la plaisanterie, là? On construit le monde. Fait que là, je vais vous laisser le temps de me poser une question, puis moi de prendre une gorgée d'eau, parce que... Il nous reste 3 minutes. Mais je vais vous dire ce que je retiens de notre émission. C'est que tout ce qu'on croit vraiment, ce que les gens peuvent appeler la foi ou la croyance, quand on croit quelque chose, les chances que ça arrive viennent de se multiplier. Ça vient... j'aime beaucoup ça, ce que vous venez de dire là, parce que c'est pas osé. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça vient juste de se multiplier. Oui. Autant nos angoisses les plus profondes. Oui. Donc, autant dans le positif que dans le négatif. Oui, j'aime beaucoup ça. C'est pas osé, ça. On multiplie les chances. Donc, je ne peux pas parler de la pensée positive. Je veux simplement que les gens développent une curiosité puis qu'ils brassent ça un petit peu la matière, l'univers. Et d'ailleurs, en philosophie, la matière, il y a des philosophes qui l'ont brassé pas mal. Oui. Et il y a des philosophes qui remettent ça en question beaucoup. C'est quoi cet univers? C'est quoi? Dans quoi vivons-nous? Qui sommes-nous? Donc, je pense, donc je suis, c'est beau, mais c'est pas assez. C'est je pense, donc je constitue, je crée. Monsieur Pinard, il nous reste à peine 1 minute. Les gens peuvent vous appeler pour une consultation ou peuvent consulter votre site Web, peuvent aller voir des soupers-conférences. À quel numéro ils peuvent vous appeler pour prendre rendez-vous? Le numéro matériel de la Terre, pour la Terre, c'est le 514-254-5919. Mais sur une autre planète, ça change. Et vous avez un site Web? J'ai un site Web pour la Terre. Oui. Oui, c'est normandpinard.com. D'accord. Alors, il y a aussi un numéro où vous pouvez rejoindre le studio, le studio de TVRL, la télévision de Laval. Donc, c'est le 450-973-8005 si vous avez des commentaires ou des questions. Et on compte sur vos commentaires, mesdames, messieurs, parce que on pourra répondre à certaines questions si vous nous en posez. Nous pourrons aussi réagir à vos commentaires. Et il y a aussi toutes les émissions qui sont enregistrées seront, après leur diffusion, disponibles sur YouTube. Et donc, vous pourrez les revoir. C'est très important ce que nous apporte M. Pinard. Je pense que pour absorber, on doit la réécouter quelques fois pour voir où on peut retirer pour soi-même de l'information. Merci beaucoup, mesdames, messieurs.